À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Alors, nous recevons maintenant Polytechnique Montréal. Nous avons 4 représentants. Alors, mesdames, monsieur, je vais vous demander de vous présenter. Vous allez bénéficier ensuite de 10 minutes pour votre exposé et vont suivre également par la suite, c'est un pléonasme ce que je viens de faire là, les discussions avec les parlementaires. Alors, la période commence maintenant. Merci. Bonjour à tous. Madame la Présidente, députée, membre de la Commission parlementaire. Mon nom est Maude Cohen. Je suis directrice générale de Polytechnique Montréal. Je suis accompagnée de 3 collègues experts aujourd'hui. Professeur Pierre Langlois, directeur des affaires académiques et de l'expérience étudiante. Pierre pourrait, voilà. Amélie Ferland, conseillère aux étudiants immigration et interculturels internationaux. Bonjour. Ainsi qu'Émilie Brière, chef des relations institutionnelles, gouvernementales et engagement avec les communautés. Bonjour. Alors, allons-y. Donc, un mot sur Polytechnique Montréal, première université francophone de génie en Amérique du Nord, créée il y a 150 ans, anniversaire que nous célébrons le 20 novembre de cette année. Notre université forme des ingénieurs de très haut niveau et développe une recherche de pointe qui est reconnue à l'international. Ça fait donc partie de l'identité et de notre histoire de Polytechnique Montréal d'accueillir une communauté étudiante et professorale issue de partout à travers le monde. Par ailleurs, il faut noter que tous les domaines d'études de Polytechnique sont inclus dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre de l'opération main-d'œuvre. Nous sommes ainsi un partenaire de choix du Québec pour soutenir sa croissance et sa prospérité et voulons d'ailleurs remercier la Commission aujourd'hui de nous inviter. Nous avons basé notre conviction sur 2 faits, 2 chiffres. D'abord, 47 c'est selon le rapport de l'Ordre des ingénieurs du Québec, la croissance entendue en besoin de main-d'œuvre d'ici à 2030. Cette donnée, comme d'autres, nous conduit à constater que le Québec fait face à une rareté de main-d'œuvre qui se maintiendra encore dans la prochaine décennie. Chose d'ailleurs que nos partenaires industriels, employeurs et institutionnels ne cessent de nous rappeler. Bref, pour répondre aux nécessités urgentes de l'économie québécoise et à sa croissance, le bassin de recrutement local est trop limité. L'attraction d'étudiants et d'étudiantes internationaux francophones dans des programmes de génie est donc essentielle pour répondre à nos besoins. Le second chiffre est lié à notre expérience. Chaque année, nous accueillons plus de 10 000 étudiantes et étudiants en génie et en sciences, tous cycles confondus, dont le tiers proviennent de l'international. Chaque jour, nous avons la chance de constater l'impact positif de ces talents qui nous ont choisis pour leurs études. Aujourd'hui, Polytechnique Montréal est convaincu d'une chose. Peu importe leur lieu de naissance, ce sont des étudiants et les étudiantes formés dans les établissements universitaires québécois qui contribuent à bâtir le Québec d'aujourd'hui et surtout de demain. À la rentrée de septembre 2023, nous avons accueilli 867 nouveaux étudiants internationaux qui viennent rejoindre les 2032 déjà inscrits dans nos programmes. Nous constatons chaque jour leur contribution à trouver des solutions porteuses d'avenir pour nos communautés, à stimuler l'économie locale et le soutien de plus de 4 000 emplois en équivalent temps plein, comme l'a montré une étude de la Chambre de commerce du Grand Montréal métropolitain. Enfin, par leur présence, à construire un avenir inclusif et collectif que nous souhaitons durable et inspirant pour les générations futures. Notons aussi qu'aujourd'hui, parmi nos 30 d'étudiants internationaux, un grand nombre sont inscrits à la maîtrise professionnelle. Déjà détenteurs d'une formation universitaire en génie reconnue par le Québec et par notre université, ils constituent de fait, dès leur arrivée, une plus-value pour notre pays. Pour la grande majorité, cette formation permet d'intégrer le marché du travail en 24 mois. Enfin, ce programme de maîtrise professionnelle leur permet d'avoir une première expérience professionnelle en effectuant un stage et 30 de nos stages se déroulent hors de Montréal. C'est une contribution essentielle aux efforts de régionalisation de l'immigration. En dépit de leur importance, les étudiants étrangers du Québec font encore face à de nombreux défis, notamment par des intentions de refus de certificats d'acceptation du Québec qui causent des retards de traitement, des délais irréguliers de traitement de permis d'études par le gouvernement fédéral et des taux de refus élevés pour les ressortissants de certains pays. Les démarches aussi sont complexes pour obtenir la résidence permanente post-études. Et ce ne sont que quelques exemples.
Ces défis conduisent des étudiants internationaux diplômés et universités québécoises, francophones, bien intégrés et établis au Québec, à rechercher des opportunités professionnelles hors du Québec pour bénéficier des facilités d'accès à la résidence permanente offertes par d'autres provinces canadiennes. Dans ce contexte, toute intervention du gouvernement pour faciliter l'attraction, l'accueil, la rétention et l'insertion des étudiants internationaux au Québec est salutaire. À ce titre, nous nous réjouissons donc de la plus récente refonte du programme de l'expérience québécois, le PEC, une réforme qui répare une iniquité préjudiciable à l'attractivité du Québec vis-à-vis des autres provinces canadiennes qui n'imposent pas une période tampon d'une année sur le marché du travail après l'obtention du diplôme afin d'amorcer des démarches de résidence permanente. Ainsi, en facilitant les demandes de résidence permanente pour les finissants d'un programme académique en français d'une université québécoise, cela permet au Québec de continuer de bénéficier de l'apport de ses étudiants devenus diplômés. En agissant ainsi, le gouvernement injecte directement de la compétitivité et de l'attractivité dans ces établissements académiques dont Polytechnique Montréal fait partie. Le gouvernement renforce aussi son engagement vis-à-vis de la protection du français, qui fait partie évidemment intégrante de notre ADN. Ces deux points nous conduisent à penser que ces modifications réglementaires auront des retombées profitables à l'ensemble du milieu économique québécois. Notre université est particulièrement bien placée pour constater combien l'expérience universitaire est un puissant moteur d'intégration. À Polytechnique, nos étudiants internationaux suivent une formation très majoritairement en français, effectuent des stages dans des organisations et des organismes québécois, participent activement à l'innovation québécoise et font rayonner le Québec par leurs découvertes scientifiques en recherche, développent un réseau, une vie locale et contribuent à l'économie québécoise. En choisissant d'abord une université québécoise, les étudiants internationaux choisissent bien souvent de vivre et de travailler par la suite ici au Québec. Selon une étude du BCEI menée en 2021, 50% de nos étudiants internationaux comptent demander la résidence permanente à la suite de leurs études et 38% y réfléchissent. En sortant de notre université, nos étudiants internationaux sont déjà courtisés par des employeurs partout au Québec pour occuper des emplois hautement qualifiés dans des secteurs névralgiques de notre économie. Ces candidats à la résidence permanente sont une richesse dont le Québec peut difficilement se passer, surtout dans notre contexte de besoins criants de main-d'œuvre. Dans la présente consultation, des questions sont soulevées concernant le seuil annuel de 50 000 ou de 60 000 nouveaux arrivants. Comme la question concerne l'ensemble des immigrants et non seulement les étudiants, nous nous abstenons aujourd'hui de commenter cette question. Cela dit, notre recommandation serait par contre d'admettre en continu et hors du plafond les personnes qui déposent une demande de résidence permanente à la suite de l'obtention du CSQ, du PEC, le volet diplômé du Québec. L'inverse pourrait être contre-productif à tous nos efforts de recrutement et de formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dont l'intégration sur le sol québécois est assurée par un parcours universitaire. Pour conclure, nous pensons que l'immigration doit plus que jamais être abordée dans l'optique d'assurer la vitalité du Québec. Nous croyons que l'enseignement supérieur, particulièrement celui francophone, constitue une mécanique puissante pour assurer l'intégration des immigrants qui contribuent aujourd'hui à la prospérité du Québec. L'option de ne pas comptabiliser les étudiants internationaux dans les seuils d'immigration consoliderait les gains en attractivité et en rétention des talents que la modification réglementaire du PEC va certainement engendrer. Nous sommes d'avis que les effets cumulés de ces deux mesures seraient une action décisive du gouvernement pour assurer la prospérité du Québec. En misant davantage sur la sélection de personnes qui sont déjà présentes sur notre territoire, le territoire québécois, en particulier les étudiantes et étudiants diplômés, le gouvernement favorise une plus grande rétention des personnes diplômées de programmes francophones. Depuis toujours, Polytechnique Montréal est l'allié d'un Québec plus prospère, je dirais depuis 150 ans même. Avec la collaboration au cœur de nos valeurs, nous nous engageons à répondre à toute opportunité d'enrichir les discussions avec le gouvernement, les autres universités et le milieu des affaires pour trouver des solutions porteuses d'avenir pour toutes et tous.
Chers députés, je tiens à vous remercier de votre attention. Madame Brière, Madame Ferland, Monsieur Langlois et moi-même répondrons à toutes vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Cohen. Tout d'abord, écoutez, 150 ans, vous ne le faites pas. Là, je vous le dis, je regarde tous les quatre, là, vous ne le faites pas. Non, mais trêve de plaisanterie. Même pas cumulé. Pardon? Je n'ai même pas cumulé. Alors, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup pour cette présentation. On va commencer maintenant l'échange avec les parlementaires. Je me tourne du côté de la banquette ministérielle avec une période de 16 minutes 30 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Madame la Directrice générale. Merci à vous tous de prendre part à cet échange, à cet exercice très important et qui soulève beaucoup d'attention cette année. On en est très content parce que l'immigration est particulièrement stratégique pour la suite des choses pour le Québec. Donc, merci de partager votre expertise et vraiment, c'est stimulant d'entendre vos réalisations, vos ambitions. Je me disais, ça me donne presque le goût de retourner aux études. Un jour, sait-on jamais. Et bravo pour votre contribution, je dirais, à la régionalisation aussi par le biais des stages. Je n'étais pas consciente de cette facette de votre activité. Donc, c'est intéressant de voir, dans le fond, les liens que vous avez avec l'ensemble des régions et l'activité économique que vous devez instiller là, dans ces régions à travers les stages que vos étudiants font. Et je vois que vous avez donc beaucoup d'étudiants étrangers, donc c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Dans votre mémoire, là, vous dites vouloir contribuer à l'attraction et à la rétention d'étudiants étrangers francophones au Québec. Alors, j'aimerais que vous nous parliez des mesures additionnelles, des initiatives que vous aimeriez ou envisagez prendre pour justement nous rendre plus attrayants ou rendre votre institution, là, lui permettre d'accueillir davantage d'étudiants étrangers. Je pourrais céder peut-être un peu la parole tout à l'heure à Mme Ferland, mais je tiens à préciser que pour s'intégrer dans un pays d'accueil, mon père est un immigrant, mon mari est un migrant, le réseau est vraiment fondamental et la capacité de s'intégrer assez facilement au marché du travail l'est aussi. Donc, tout ce qui permet à un étudiant ou à une étudiante de s'intégrer, de bâtir un réseau à travers des études, comme des études qu'ils peuvent avoir à Polytechnique Montréal, vient favoriser ça parce que le type d'études que l'on a où le travail d'équipe est fortement, pas juste encouragé, il est obligatoire dans plusieurs de nos cours. Il y a des stages qui sont obligatoires déjà. Et il y a des projets que l'on appelle des projets intégrateurs qui font qu'ils interagissent ensemble. Mais non seulement ça, Polytechnique continue à stimuler sa vie étudiante, non seulement à les parties, comme je l'explique souvent, mais par exemple, on encourage énormément les sociétés techniques qui sont vraiment des projets de formation où les étudiants apprennent sur le tas, apprennent en faisant des expériences vraiment super stimulantes. Et honnêtement, ce sont des étudiants et souvent des étudiants et étudiantes étrangers qui réussissent par la suite d'ailleurs à se placer davantage sur le marché. Il y a évidemment d'autres mesures qui sont mises en place dans l'accompagnement des étudiants. On en discutait juste avant la commission tout à l'heure avec Mme Ferland. Son équipe, elle est vraiment dans l'accompagnement des étudiants qui sont là. Évidemment, si on était en mesure d'avoir davantage de ressources, c'est sûr que l'accompagnement plus individualisé, peut-être pas passer notre temps en mentorat à côté d'un étudiant, mais un accompagnement plus individualisé favoriserait davantage vraiment la capacité de rapidement intégrer la personne sur le marché. Mais je vais la laisser vous expliquer un peu ce que son service fait pour les étudiantes et les étudiants étrangers qui permet de faciliter tout ça. Alors, bonjour. Je travaille depuis 9 ans au sein du service aux étudiants de Polytechnique. Mon rôle est celui de conseillère aux étudiants internationaux. Donc, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est accueil des étudiants avant l'arrivée, durant leur séjour aussi. Donc, je m'assure que les étudiants ont des documents d'immigration qui sont valides et vous allez comprendre que 2800 étudiants internationaux, c'est quand même, ça fait beaucoup de gens. Donc, on se doit de s'assurer que ces étudiants-là puissent continuer leurs études. Et le maintien d'un statut légal, c'est vraiment la condition de base. C'est tout au bas de la pyramide de Maslow dans la vie d'un étudiant international. À cela s'ajoute
des considérations particulières comme s'assurer que ces étudiants-là ont justement des assurances, qui puissent finalement poursuivre un séjour dans de bonnes conditions. Donc, je ne suis pas seule à accompagner ces étudiants-là. Bien entendu, toute l'équipe avec laquelle je travaille, que ce soit les psychologues, les conseillers au soutien à la réussite, interviennent aussi auprès de ces étudiants. Mais je vous dirais que oui, effectivement, d'avoir un nombre plus important de conseillers aux étudiants internationaux. Et je pense que c'est pas une réalité qui est unique à Polytechnique. C'est un peu, c'est la même un peu partout dans le réseau universitaire ou des cégeps. Ce serait une bonne chose puisque, bien sûr, plus on augmente le taux d'étudiants internationaux, plus les besoins augmentent. Et des fois, les ressources ne suivent pas. Donc, je pense que oui, effectivement, d'avoir des bras supplémentaires, ça pourrait vraiment contribuer à aider. Je vais peut-être... Allez-y. Pardon. Je vais peut-être juste ajouter aussi que les enjeux de logement dont on entend récemment parler, ce sont des enjeux qui se sont surtout amplifiés depuis la fin de la pandémie. Ce sont des enjeux que nous, à Polytechnique Montréal, ne connaissions pas autant que maintenant. L'enjeu ici, à Montréal, c'est le logement abordable. Il y a du logement disponible, mais il n'est pas abordable pour les étudiants. Et donc, il y a énormément d'efforts qui sont faits par l'équipe de Mme Ferland pour accompagner l'étudiant dès le début puis l'aider à se trouver un logement, surtout lorsqu'on est en réaction d'un étudiant qui arrive et puis qui n'a pas de logement. Par contre, je veux aussi souligner qu'on accueille vraiment de façon très favorable le projet de résidence qui est fait par l'équipe de Ivanhoe Cambridge et on va vraiment collaborer de façon importante à ce projet-là pour pouvoir leur faciliter la tâche. C'est sûr que c'est un élément que nous avons à l'œil également de notre côté. Par rapport à l'accès à la résidence permanente, j'aimerais vous entendre sur est-ce que ça vous semble être un élément d'importance dans le choix pour des étudiants étrangers de venir ou pas à Polytechnique, que cet accès à la résidence permanente après leurs études? Est-ce que ça vous semble un élément important dans leur réflexion? Je pense que ça... en fait, j'ai pas de données. Nous n'avons pas de données sur cet élément-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça sera un élément important sur le fait qu'il reste ici. Et honnêtement, comme je l'ai dit, 90 % ont l'intention de s'établir lorsqu'ils arrivent chez nous. Donc, on irait peut-être chercher 10 % additionnels, tant mieux, là, si 100 % avaient l'intention, mais dans les faits, il y en a, à la fin de tout ça, il y en a peut-être 75 % qui restent sur le sol québécois. Alors, si on est en mesure, avec le 25 % additionnel, de gruger du terrain, éviter qu'ils aillent, par exemple, en Ontario ou dans d'autres provinces qui les accueillent avec les bras ouverts, là, parce qu'ils ont été formés ici, une main-d'œuvre qualifiée que nous, on a formée, ça faciliterait les choses. On le constate, nous, dans nos statistiques, qu'il y a vraiment un mouvement avec la difficulté de l'obtention de la résidence permanente. Il y a vraiment un mouvement vers les provinces canadiennes. Parlant du Canada, on est très préoccupé et insistant auprès du fédéral par rapport au haut taux de refus d'étudiants étrangers en provenance d'Afrique francophone. J'aimerais que vous nous partagiez votre expérience sur ce plan-là. Est-ce que vous avez vu une légère amélioration ou aucune amélioration au cours des derniers mois? Parce que le fédéral tient un discours plutôt optimiste, mais on n'en a pas vu encore la couleur sur le terrain. Qu'en est-il de votre côté? Je vais laisser peut-être la parole à professeur Langlois, Pierre. Oui, merci beaucoup. C'est difficile d'établir une observation, un lien immédiat. Vous savez, notre cycle de recrutement est quand même assez long. Ce qui est plus inquiétant, je pense, c'est peut-être le message que ça risque de transmettre si la situation ne s'améliore pas rapidement. Parce que là, on est en train de préparer le recrutement déjà pour l'année, le septembre 24. Donc, si le message se passe que c'est difficile d'immigrer, c'est difficile d'avoir ses papiers à temps, c'est difficile d'avoir son permis d'études, bien, ça met un frein dans le recrutement. Puis ça, ces choses-là ont des effets sur plusieurs années ensuite. Est-ce que vous faites des représentations sur ce sujet-là auprès du fédéral? Oui. On travaille avec le fédéral, mais on travaille aussi avec Université Canada pour faire ces représentations. C'est répété.
Et c'est sûr que ça semble se concrétiser surtout sur certains pays d'Afrique, là, évidemment. Donc, c'est ce que l'on tente de travailler avec eux, c'est d'éviter un peu la systématisation, peut-être, de refus pour certains pays. Cela dit, je peux quand même, sans dire que ça a été parfait cette année, je peux quand même dire que c'est nettement mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, ça a été une année horrible. On l'a vu directement dans nos effectifs étudiants. L'année dernière, on a expérimenté une croissance de la population étudiante qui tournait autour de 1 % et ce n'était pas des étudiants étrangers pour une des rares années qu'on a expérimenté, alors que cette année, on est de retour à des nombres de croissance de population qui sont plus raisonnables, dont une vaste majorité provient des étudiants et étudiantes internationaux. D'accord. Bien, on sera intéressé en tout cas à connaître l'évolution des choses là, de votre côté. Je vous invite à nous tenir informés de ça dans les mois qui viennent. Madame la Présidente, mais les pays sont les mêmes. Ouais. Les pays sont toujours les mêmes. Alors, je vais céder la parole à des collègues. Merci. Merci, Madame la ministre. Alors, je reconnais la députée de La Violette Saint-Maurice. Il vous reste 6 minutes. La parole est à vous. Merci. Malgré votre jeune âge cumulatif, donc je me permets de vous souhaiter un bon 150e, 150 ans pour une institution. C'est pas rien. Mais d'autant plus que c'est 150 ans de renommée, de renom, de renommée et de reconnaissance internationale. Donc, chapeau, vous êtes un très beau modèle d'université. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens, d'immigrants qui viennent chez vous. Donc, on sait que les ingénieurs que vous formez et que les enseignants, les chercheurs qui sont là ont un impact très positif pour la société québécoise. Et je me dirige vers les régions, parce qu'en région, on a aussi besoin d'ingénieurs. Et vous voyez, moi, j'ai mal tourné. J'ai rendu assise ici, malgré mon jonc. Donc là, je fais un peu la leçon en disant qu'on a besoin d'ingénieurs sur le terrain, mais on en a besoin partout. Je fais des farces, là, mais effectivement, en région, et j'ai entendu que vous aviez des stages. Je m'excuse, je ne savais pas que vous aviez des stages à l'université pour les étudiants. Je savais qu'à l'École de technologie supérieure, à l'Université de Sherbrooke, par exemple, dans un baccalauréat, il y avait le programme stage-études et c'est très, très en demande pour les entreprises. C'est très bénéfique pour les étudiants aussi. Parlez-moi un peu de votre façon, là, et est-ce qu'on peut avoir davantage de collaboration et comment collaborer avec vous en région? Moi, je vais commencer, mais après, je pense que Pierre a des statistiques. Tu levais la main. Préfères-tu commencer, Pierre? Je n'ai pas tant de statistiques, mais peut-être que je peux parler un petit peu très brièvement des stages. Donc, oui, merci pour la question. Vous savez, à Polytechnique Montréal, il y a un stage obligatoire dans la formation d'ingénieurs. Tous les étudiants, toutes les étudiantes doivent faire au moins un stage pendant leur formation d'ingénieur. La plupart en font 2, voire 3. On a aussi beaucoup de stages qui se font à la maîtrise professionnelle. Alors, encore une fois, pratiquement tous les étudiants à la maîtrise professionnelle vont faire au moins un stage. Certains vont le faire à l'intérieur de l'université, mais la majorité vont vouloir aller en entreprise. Maintenant, pour ce qui est de la région versus Montréal, Mme Cohen en a parlé tantôt. Et puis, ce qui est la clé ici pour nous, c'est d'établir des partenariats avec des entreprises à travers le Québec. Et ça, Polytechnique a une longue expérience d'en avoir établi et nous continuons à les avoir. Nous sommes là pour travailler avec les entreprises. Après tout, c'est notre raison d'être de former des gens qui seront prêts pour le marché du travail ensuite. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans le secteur des mines, j'ai eu des discussions à mon arrivée avec un grand dirigeant d'une entreprise minière québécoise qui était diplômée de Polytechnique. C'est pas à Montréal que ces ingénieurs-là sont embauchés. Or, on a des ingénieurs en mine, des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs en électrique, des ingénieurs en industriel qui vont aller travailler dans leur entreprise. Et ils sont vraiment, vraiment intéressés. Ils travaillent vraiment main dans la main avec nos organisations.
peux donner d'autres exemples là, avec évidemment tout le secteur technologique qui est répandu à travers le Québec, où on pourrait avoir des ingénieurs formés en génie informatique ou logiciel qui vont travailler de façon très, très concrète. Même chose pour les municipalités qui embauchent vraiment de façon importante nos ingénieurs, soit civils ou soit dans d'autres domaines. Donc, comme Pierre le disait, on a des partenariats très forts au niveau des stages, mais aussi au niveau du placement ensuite. Permettez-moi. Oui, pardon. Permettez-moi. Je sais il y a un stage qui est obligatoire pour graduer, mais est-ce que vous entrevoyez d'incorporer les stages études comme les universités, comme l'Université de Sherbrooke, par exemple, fait, et qui fait que l'alternance, là, après un an, ils ont un stage, et ils ont des stages, plus d'un stage, ce qui fait qu'ils sont davantage aptes à aller sur le marché du travail et plus rapidement disponibles pour les employeurs aussi. Bien, vous savez, définitivement, on regarde toujours ce qu'on peut faire de mieux. Puis l'option d'avoir un programme plus coopératif avec davantage de stages obligatoires est toujours sur la table. Ça étant dit, je veux juste rappeler que la plupart de nos étudiantes et étudiants vont faire un stage après leur première année. Ils vont faire le stage obligatoire après la deuxième et pratiquement tous et toutes vont faire un stage après la troisième année aussi. Donc, cette alternance-là naturelle existe. Beaucoup d'étudiants et d'étudiants vont faire déjà un stage de 6 mois qui va les décaler. Donc, ils vont être en stage à l'été puis à l'automne et ensuite vont poursuivre leurs études à l'hiver et à l'été suivant. Donc, cette réalité-là existe aujourd'hui à Polytechnique. Excellent, merci. Je vous sors un petit peu de votre domaine de confort au niveau de l'éducation comme telle, mais est-ce qu'on a un portrait statistique au niveau des immigrants qui, non seulement qui demeurent au Québec, mais qui s'installent en région comme ingénieurs? En fait, nous, on a fait un portrait, là, on pourra vous le partager si les gens qui en font partie. On a fait un portrait de profils d'étudiants qui ont été diplômés de Polytechnique et qui se sont installés. Mais on n'a pas la statistique exacte, à moins que je me trompe, Émilie, sur le nombre de diplômés en génie qui vont s'installer par la suite en région. Mais on a un nombre vraiment élevé d'exemples. Par contre, par exemple, je peux vous donner l'exemple de Jean Mme Bélanger. Cohen. Oui, parfait. Le temps imparti au gouvernement est terminé. En fait, je vais vous inviter, si vous avez des documents par ailleurs, à les envoyer, à les acheminer par courriel au secrétariat de la Commission. Ça va être partagé aux parlementaires. Merci beaucoup, mesdames. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec la députée de Chaumédé pour une période de 12 minutes 23 secondes. Le temps commence maintenant. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. On entend beaucoup parler de l'école polytechnique. Ça fait partie de l'histoire du Québec. Comme vous mentionnez, 150 ans, ça se comprend. Vous avez des défis comme les autres universités. Vous avez tous parlé de Programme Expérience québécoise, le PEQ. Donc, depuis le changement des règlements concernant la PEQ, vous avez trouvé que vous avez manqué beaucoup d'étudiants. Donc, le nombre a chuté, veut pas. Et puis là, qu'il y a des changements qui s'en viennent, vous semblez être content de ce changement-là. Pouvez-vous nous expliquer comment, en gros, ça vous a affecté le changement, mais avant les nouveaux changements qui s'en viennent, là, la coupure, disons, dans la PEQ, jusqu'à maintenant, là, jusqu'à dernièrement? Écoutez, ce que j'expliquais, c'est que ce qu'on a constaté clairement, c'est que beaucoup de nos diplômés, plutôt que de rester au Québec, s'installaient dans d'autres provinces canadiennes parce qu'ils avaient leur résidence permanente beaucoup plus rapidement. Donc, à ce titre, c'est ce qu'on souhaitait souligner, c'est qu'avec ce changement qui évite la période tampon, ça fait en sorte que l'étudiant qui diplôme au Québec peut, aussi rapidement qu'il le pourrait à l'extérieur du Québec, s'installer ici, là où il a fait son stage, là où il a bâti son réseau déjà, ou là où elle a fait ses amis.
Donc, c'est beaucoup plus efficace pour une personne qui est ici, puis efficace pour le Québec, là, parce que ce sont nos établissements d'enseignement qui les forment et qui les accompagnent là-dedans. En même temps, on a des étudiants, nous, ici au Québec, qui vont étudier à l'international, puis on veut qu'ils reviennent, là, mais ce sont nos établissements, avec nos efforts, qui les formons. Et puis, par la suite, on les laissait partir dans d'autres provinces canadiennes parce qu'ils ne pouvaient s'établir ici rapidement. Donc, c'est plutôt à ce titre, je vous dirais, qu'il y a eu une baisse. Ça va augmenter notre attractivité, cela dit, c'est certain pour le Québec par rapport à d'autres provinces canadiennes, d'être en mesure d'assurer à l'étudiant qui arrive de l'international qu'il pourra, s'il obtient son diplôme et qu'il est francophone et qu'il étudie dans un programme francophone, qu'il pourra obtenir sa résidence permanente. Donc, c'est davantage l'impact sur la diplomation qui ne s'installait pas ici au Québec et qui partait, je vous dirais, qui était significatif. Donc, pour vous, c'est l'intégration aussi dans la société québécoise des étudiants qui ont déjà passé des années ici, la facilité à s'intégrer dans notre société. Est-ce que j'ai bien entendu tantôt, vous avez parlé le fait que certains immigrants ont l'appui de leur communauté, ils ont un appui. Est-ce que j'ai mal compris leur communauté les appuie aussi pour les aider à s'intégrer? Madame Ferland pourrait peut-être répondre à cette question-là. C'est sûr que certaines communautés ont des programmes de soutien, des programmes, mais de formaliser en interaction avec Polytechnique, là, Madame Ferland pourrait peut-être répondre à la question. On a des étudiants qui proviennent de pays, par exemple, je nommerais le Liban, où au sein à Montréal, il y a une diaspora qui est déjà établie depuis très longtemps et qui peut soutenir effectivement les étudiants. Maintenant, au sein de notre école, on a aussi des associations étudiantes qui proviennent de différents pays, qui offrent certains services aux étudiants. On a des comités étudiants qui ont un focus particulier vers les étudiants internationaux. Donc, je peux les nommer, le Poly-Explore, Poly-International, dont le but est de faire des activités, de faire découvrir le Québec aux étudiants. Ça implique autant des étudiants québécois que des étudiants internationaux. Donc, il y a cet écosystème-là qui existe déjà pour soutenir les étudiants, en plus des services qu'on offre déjà au sein de l'école. On nous a mentionné d'autres groupes concernant la lourdeur de la paperasse, les étudiants immigrants. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Madame Ferland va répondre à la question. Oui, je pense que ça a été nommé par plusieurs intervenants déjà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus nécessairement. Tout ce que je peux nommer, c'est que, on avait eu dans les dernières années, on semblait avoir beaucoup d'intentions de refus au niveau des premières demandes de CAQ. J'ai constaté une amélioration cette année. Encore là, au niveau du permis d'études du fédéral, ça coince encore au niveau des délais de traitement, en particulier pour des régions comme l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord. Quoique là encore, on est sorti de la pandémie et je pense qu'il y a eu, ça a eu des effets. Donc, j'ai comme l'impression qu'IRCC a peut-être liquidé certains de ses arriérés et ça a eu un effet positif sur les délais de traitement. Donc, grosso modo, une certaine amélioration par rapport aux années passées, mais ça peut toujours s'améliorer, là, je pense que, surtout du côté du fédéral. Je comprends le fait qu'un étudiant a tellement à apprendre, surtout en technologie aussi. C'est une lourdeur, demander d'autres choses à faire comme les paperasses et tout ça. Est-ce qu'il y a de l'aide à l'université pour venir en aide aux étudiants? Oui, je peux peut-être y répondre. En fait, c'est mon rôle. C'est de soutenir les étudiants qui ont des difficultés avec leurs documents d'immigration. Donc, on essaie d'être le plus possible dans la prévention. Mais malheureusement, on ne peut pas se démultiplier. Là. Il y a juste 2 postes de conseillers aux étudiants internationaux, donc on est souvent dans le curatif. On apporte souvent des solutions aux étudiants qui ont déjà des problèmes, mais c'est sûr qu'on travaille, on planche sur du contenu pour essayer de vulgariser les démarches qui ne sont pas nécessairement limpides au départ. Là. Surtout que les étudiants doivent fonctionner avec 2 paliers de gouvernement, comme vous le savez. Donc, ça complexifie la chose. Il y a des règles aussi à respecter au niveau du travail. Donc, c'est notre rôle, c'est vraiment
d'essayer de démystifier tous ces aspects-là, puis d'accompagner au mieux les étudiants dans leur séjour pour que ça se passe légalement. Culturellement parlant, est-ce que vous rencontrez des défis avec les étudiants immigrants? Est-ce que ça se passe bien? Bien, je peux peut-être répondre en partie, puis Mme Ferland pourra répondre. Ce qui est important de comprendre, c'est que la majorité des étudiants qui viennent ici, à tout le moins au baccalauréat, lorsqu'ils sont admis et qu'ils sont étudiants internationaux, ils doivent faire une année qu'on appelle de préparation. Donc, c'est une année où, d'abord, on vise à mettre à niveau les connaissances en sciences, physique, chimie, mathématiques, mais c'est surtout une année où on vise à les intégrer dans le milieu, où on vise à leur offrir des cours d'intégration à la culture québécoise. Et par la suite, il y a évidemment le service aux étudiants avec Mme Ferland, mais une plus grande équipe qui travaille avec eux. Donc, il y a beaucoup d'efforts. Et comme Mme Ferland le précisait, il y a énormément d'activités étudiantes autour de l'intégration des étudiants qui viennent de l'international pour s'assurer que leur parcours se fait de façon la plus harmonieuse possible. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce que Mme Ferland a peut-être des choses à ajouter? Non? Ça répond à ma question. Concernant le logement, puisqu'il vient de l'extérieur, comment vous trouvez, avez-vous un défi de logement et comment vous travaillez là-dessus? Je vais laisser Mme Brière répondre à cette question. Bonjour. Oui, effectivement, l'enjeu du logement est présent également à Montréal et pas uniquement en région, mais c'est un enjeu qui se pose d'une façon particulière en région métropolitaine, puisque c'est moins la question de la disponibilité ou des logements vacants qui est l'indicateur pertinent, mais plutôt l'accessibilité des logements disponibles. Donc, c'est déjà des commentaires, je pense que vous avez entendu aujourd'hui venant des collègues d'autres universités, mais on partage cette lecture tout à fait, que le défi est vraiment celui de l'accessibilité. Et donc, l'équipe de services aux étudiants à Polytechnique accompagne, et notamment Mme Ferland accompagne des étudiants pour qu'ils puissent trouver des logements abordables. Après, nous, à Polytechnique, on participe, on bénéficie de cette offre de logement étudiant qui est celle du campus Université de Montréal, Polytechnique et HEC. Et donc, elle est effectivement dimensionnée pour accueillir une partie des étudiants qui sont à la recherche d'un logement, mais pas pour accueillir la totalité. Mais on est tout à fait ouvert à travailler de concert avec l'ensemble des universités et des établissements d'enseignement supérieur de la région métropolitaine, puisque la question du logement étudiant en région métropolitaine, à notre sens, elle ne doit pas être traitée établissement par établissement, mais plutôt dans une approche concertée, y compris avec des partenaires, que ce soit la CDPQ Glenwood Cambridge pour le projet de cité universitaire ou tout autre modèle qui nous permettrait d'envisager des solutions qui répondent aux besoins de l'ensemble des établissements plutôt que d'une communauté universitaire plutôt qu'une autre. Donc, notre approche est vraiment plutôt celle d'une collaboration autour de cet enjeu. Mais j'apprécie vos suggestions. On va prendre note, c'est sûr. J'avais tellement de questions. Oui. C'était quoi l'autre question que je voulais demander? Bien, si vous avez un dernier point à nous soumettre et que vous n'avez pas écrit, comment le gouvernement peut vous aider? Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez mettre de l'avant? On vous entend pas. Merci. J'ai essayé de ne pas faire de bruit pendant que ma collègue parlait. Je pense que je vais réitérer le besoin, je pense, pour nos universités d'avoir davantage de ressources d'accompagnement, de mentorat pour les étudiants pour que l'on soit plus dans le préventif, ça c'est sûr, besoin qui a été émis. C'est sûr que nous, on n'a jamais eu vraiment d'enjeu
activité comme institution, mais comme nos collègues des autres universités ont commencé à comprendre notre truc pour attirer des bons étudiants, il est certain qu'on va mettre un peu plus d'emphase dans le futur sur notre capacité de recrutement à l'international. Donc, on pense notamment à l'ouverture d'un bureau en Europe, évidemment, chose qu'on n'a pas eu besoin de faire auparavant, par exemple, pour avoir du succès. Mais ça nécessite effectivement des investissements quand même assez significatifs pour une université de notre taille. Mais c'est des choses qui peuvent vraiment, dans le contexte, ce sont des investissements très minimes pour le Québec dans sa globalité quand on pense à Pardon. Mais oui. Merci. La gardienne du temps vient de parler. Merci, Madame la députée. Mais en fait, il nous reste une dernière intervention aussi, alors vous pourrez poursuivre dans votre lancée avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Le micro est à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre belle présentation. Je vous lisais et je me disais que vous ne faites pas seulement en génie, vous faites aussi en diplomatie quand même. Quand je vous lis, là, cette réforme répare une inéquité préjudiciable à l'attractivité du Québec et il s'agit du vent de dos dont le milieu universitaire avait grandement besoin. J'aurais voulu être plus diplomatique moi-même, j'aurais eu de la misère, donc je vous en félicite. Écoutez, vous parlez de refus de CAQ, d'intention de refus. J'aimerais savoir pour quel motif ça vous frappe ou ça frappe vos étudiants étrangers. Pourquoi les CAQ sont refusés comme ça? Madame Ferland, allez-y. Oui, c'est ça, je peux peut-être y répondre. Il y a différentes raisons. Il y a des questions de capacité financière, ça peut être des documents qui sont manquants, parfois des choses aussi triviales que l'utilisation d'une signature électronique plutôt qu'une signature manuscrite. Chose qui, selon moi, à moins que je me trompe, est nulle part écrite sur le site du MIFI. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les étudiants peuvent recevoir des intentions de refus. Et malheureusement, les raisons qui sont énoncées ne sont pas toujours très limpides. Parfois, les étudiants ont de la difficulté à s'y retrouver et à formuler une réponse adéquate. Donc, c'est pour ça qu'on est là, on intervient et on les accompagne, mais ça pourrait être plus si clair. vous permettez, est-ce qu'on gagnerait à assouplir un petit peu souvent le langage de certaines lettres, là, quand il manque un document ou une signature, là, quelque chose comme intention de refus, quand on est un étudiant étranger versus demande de documents additionnels ou communication au dossier. Je dis ça en plus où il y a souvent aussi une mention ou une menace là, sur fausse représentation, de voir son dossier sanctionné pour 5 ans si jamais vous n'êtes pas dans la capacité de prouver quelque chose, alors que finalement, il manque, comme vous l'avez dit, une signature manuscrite ou une page d'un passeport. Est-ce qu'envers nos étudiants étrangers, il n'y aurait pas nécessité auprès du MIFI d'assouplir le langage dans les communications? C'est sûr que par expérience, l'appellation intention de refus induit souvent un vent de panique chez les étudiants. Et quand on leur dit d'emblée que c'est essentiellement une chance que le gouvernement leur donne de redonner les documents manquants, alors là, la tension baisse d'un cran tout de suite. Donc, oui, peut-être qu'il y aurait moyen de renommer certaines choses et de clarifier encore une fois les raisons qui sont données pour parfois à titre de motif d'intention de refus. Parce qu'il est bien évident que le souhait du MIFI, c'est que tout se passe bien, là, finalement. On espère obtenir le document additionnel, ça, c'est clair. On espère que l'étudiant étranger se destine, réussisse son immigration. On n'a évidemment aucune intention ou aucune volonté de juste créer un vent de panique, là, comme vous l'avez dit. Donc, au contraire, avec une communication un petit peu plus claire, avec une ligne, disons, plus sympathique, là, on gagnerait probablement, ou du moins on diminuerait beaucoup votre charge mentale de stress associée à la gestion de certains dossiers. Probablement. Donc, j'espère que le message a été entendu. Est-ce que la même chose s'applique du côté de l'IRCC? Est-ce qu'on voit le même genre de langage avec le fédéral ou c'est propre au Québec? Je vous dirais qu'on a une collaboration qui est beaucoup plus directe avec le MIFI. Si jamais, de notre côté, on voit qu'il y a des incongruités, par exemple, dans une intention de refus, ça peut arriver. Donc, au moins, on a une ligne de communication avec le MIFI, ce qu'on n'a pas du côté fédéral. Alors,
Alors, je vous dirais que, et oui, parfois, là, on le voit surtout avec les étudiants qui sont en provenance de l'étranger, qui demandent un premier permis d'études. Ça, encore là, les raisons, les motifs de refus pour les demandes de permis d'études sont souvent assez vagues, ne permettent pas de se faire vraiment une tête correctement sur les raisons pour lesquelles on a refusé la demande. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'audition se termine ainsi, puis je vais me permettre de dire vos petits trucs qui restent entre nous et vous et tous ceux qui vont auditionner. Merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. Ce fut fort agréable de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je suspends la commission pour quelques instants, le temps de recevoir le prochain groupe. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.